Alors nous nous retrouvons pour quelques notions sur la chaîne alimentaire de nos petits fonds rocheux et en particulier pour voir quelques-uns des déséquilibres que l'on peut noter actuellement pour essayer de les comprendre, de comprendre leur origine et leurs conséquences. Alors notre chaîne alimentaire, sur nos petits fonds rocheux, on a vu que la base c'était les macroalgues, donc c'est-à-dire des algues qui sont d'assez grande taille, qui sont visibles à l'œil nu en tout cas, et qui sont fixées sur nos rochers. Ces algues sont mangées par un certain nombre d'espèces, plutôt omnivores. Donc il y a beaucoup d'espèces de poissons, par exemple les labres qui vont manger des petits mollusques, mais qui vont manger aussi quelques algues, plus ou moins occasionnellement, plus ou moins régulièrement. Il y a quelques espèces qui, elles, sont vraiment herbivores. Alors chez les poissons, ce sont les saupes, et on a aussi les oursins, qui sont des herbivores assez redoutables, qui sont très efficaces. Et les deux espèces principales, c'est donc notre oursin comestible, l'oursin violet, et l'oursin noir. Ces oursins sont eux-mêmes la proie d'un certain nombre de poissons, en particulier des sards. Les sards communs, sards à tête noire, sont des prédateurs d'oursins. Ils ont une bonne technique pour pouvoir les manger. Ils arrivent à les retourner en fait. Ils passent la tête en dessous de l'oursin, ils le retournent et ensuite ils l'attaquent côté face orale, c'est-à-dire où il y a la bouche et où il y a moins d'épines. Ils arrivent à casser le test, donc le squelette rigide de l'oursin, et à manger l'intérieur. Une fois que l'oursin est ouvert, il y a beaucoup d'espèces qui viennent, notamment des girelles, dont l'odeur leur plaît énormément. Donc une fois que l'oursin est ouvert, il y a beaucoup d'autres poissons qui vont venir, mais il y en a assez peu qui sont vraiment capables de casser le test, de décoller l'oursin, de casser le test pour venir le manger. Et donc les sards sont les principaux prédateurs de ces oursins. Alors si je vous parle spécifiquement des oursins et des sards, c'est tout simplement parce que les sards sont des espèces qui sont pêchées, qui sont la cible de la pêche professionnelle, par exemple de la pêche côtière. On s'est aperçu que dans les zones où il y avait beaucoup de pêche, où il y avait moins de sards ou des sards de plus petite taille, on avait globalement plus d'oursins sur les milieux rocheux. Et le fait qu'il y ait plus d'oursins, dans certains cas, peut amener à du surpâturage, c'est-à-dire qu'ils vont manger trop d'algues, enfin plus que ce qui est normal, puisqu'ils sont plus nombreux. Et dans ce cas-là, on arrive à des paysages qui sont très nus, de rochers très nus, comme vous avez ici. Là où, avant, dans un milieu beaucoup plus équilibré, on aurait un paysage qui serait recouvert d'algues. Alors, c'est ce qu'on appelle un effet cascade, c'est-à-dire quand le super prédateur, donc ici ce sont les sards, s'ils sont moins nombreux, le prédateur, lui, donc ici l'oursin, va lui au contraire proliférer et sa proie, donc ici les algues, eux vont au contraire diminuer. Donc l'impact sur un prédateur en haut d'une chaîne va avoir des conséquences en cascade sur les différents niveaux trophiques, sur les différents niveaux de notre chaîne alimentaire. Et cet exemple-là est vraiment très important parce que quand il n'y a plus d'algues, quand on arrive à des rochers qui sont mis à nu, on va avoir un écosystème qui va beaucoup moins bien fonctionner parce que on n'aura plus l'effet de refuge pour les petites espèces. Et on n'aura plus l'approvisionnement en nourriture pour les autres non plus. Donc c'est-à-dire plus de petits mollusques qui vont venir manger et se protéger là, de petits crustacés, et aussi moins de refuges pour les poissons. Donc en plus ça agit sur le cycle de vie des poissons derrière. Donc on a vraiment un déséquilibre en chaîne. Et ça vraiment, ce surpâturage induit par les oursins dans des zones qui sont particulièrement pêchées est quelque chose qui est documenté assez largement en Méditerranée, qui a été observé dans différentes zones côtières. Et au contraire, on va avoir, ici c'est une photo qui est prise dans une réserve à Scandola en l'occurrence, on va avoir des milieux qui seront beaucoup plus riches en algues et donc en vie, parce qu'il y aura eu une limitation de la pression engendrée par les herbivores.
Alors on a vu ici un des effets de la prédation, c'est de réguler la quantité de proie pour éviter que justement elles deviennent trop abondantes et qu'elles créent à nouveau, elles, des déséquilibres sur leur propre proie. Donc ces effets en cascade. Le fait d'avoir un prédateur, et les prédateurs terminaux ont un effet vraiment de régulation des effectifs des proies et donc participent complètement au maintien de l'équilibre des écosystèmes. Ça, c'est un effet vraiment très important de la prédation. Le problème est que les prédateurs sont souvent les espèces ciblées par la pêche. Donc on a dans la plupart des écosystèmes des déséquilibres induits par la pêche, qu'elle soit professionnelle ou récréative évidemment. Les effets sont les mêmes du moment que ce sont des prédateurs qui sont ciblés. La prédation a d'autres effets sur l'organisation des peuplements. C'est déjà l'élimination des individus les plus fragiles, des individus malades. Donc globalement, la prédation, ça a un effet positif sur le maintien de l'état sanitaire. Ça limite le développement des maladies. Donc ça, c'est vrai en mer, c'est vrai dans les écosystèmes terrestres, exactement de la même façon. Ça a un effet aussi dans la sélection, dans l'évolution, dans la sélection des individus. Ce sont ceux qui arrivent le mieux à échapper à leurs prédateurs vont être sélectionnés. Donc ça va avoir un effet assez important dans l'évolution. Et ça, nous en reparlerons dans les stratégies de protection des espèces. Nous verrons un petit peu les coévolutions des espèces les unes avec les autres. Celles qui se protègent en émettant des toxines et les prédateurs qui, certains arrivent à contourner la toxicité de ces toxines, par exemple. Donc là, il y a un lien très important entre prédation et évolution. Donc voilà quelques notions un petit peu générales sur la prédation. Et je vais arriver à un exemple bien connu des plongeurs, c'est celui du mérou brun. Alors le mérou brun, c'est une espèce qui est protégée par moratoire depuis 1993. Dans certaines zones protégées, on a des effectifs qui ont énormément augmenté. C'est le cas notamment à Port-Cros, d'où viennent ces données. Et donc certains pensent qu'il va falloir réguler ces effectifs, que ça devient délétère pour l'écosystème. Alors ce qu'il faut noter, c'est que si un prédateur est présent, c'est qu'il trouve de quoi s'abriter et de quoi se nourrir. Il y a un moment où si on dépense trop d'énergie pour se nourrir, pour aller chercher une proie, c'est plus rentable d'un point de vue énergétique pour le prédateur. S'il dépense trop d'énergie pour aller chercher sa proie, il y a un moment où il va dépenser plus d'énergie pour chasser que l'énergie qu'il va récupérer en mangeant la proie en question. Donc dans ces cas-là, naturellement, la population va diminuer parce que les prédateurs seront moins bien nourris, vont moins bien grandir, moins bien se reproduire, etc. Donc il va y avoir naturellement une diminution des effectifs si la quantité de proie diminue trop. Donc soit c'est une régulation par l'effectif, soit c'est une régulation par de l'exportation, c'est-à-dire que nos prédateurs vont aller voir ailleurs si ils trouvent plus facilement à manger. Donc il y a une régulation qui se fait naturellement selon l'habitat et la nourriture. Si on regarde l'exemple de Port-Cros, donc avec un suivi qui date de 93, donc l'époque du moratoire, là ici ce qui est représenté, donc c'est par tranche de 3 ans. 3 ans, c'est tout simplement le temps entre les observations qui ont été faites par le groupe d'études du Mérou, le pourcentage d'augmentation de la population. Et au tout début, les effectifs étaient limités, le pourcentage d'augmentation était très important. Et ce pourcentage d'augmentation a diminué dans le temps et s'est stabilisé sur les 20 dernières années. On est sur des pourcentages d'augmentation qui sont de l'ordre de 10 à 20%. Donc on a des populations qui sont en train de se stabiliser. Avec derrière, on imagine une exportation de nos mérous vers des aires de répartition, plus larges.
Alors ce que nous dit l'exemple du mérou, c'est ça, c'est qu'il y a un moment où quand la capacité de charge d'un milieu est atteinte, on va avoir des effectifs qui vont naturellement se moduler. Ça nous dit aussi qu'une espèce protégée, parce que le mérou est une espèce protégée, est aussi plus abondant dans des zones protégées. Donc tout simplement parce que dans des zones protégées, ils vont trouver plus à se nourrir. L'espèce est protégée partout, mais quand on regarde, alors là c'est pas présenté sur ce graphique-là, mais on a des données qui illustrent bien ça, et puis quand on plonge, on s'en aperçoit de toute façon très rapidement, entre une aire marine protégée, une réserve et une zone qui n'est pas une réserve, on va avoir une densité de prédateurs, notamment de mérous, qui sera très différente. Donc ça aussi, c'est un très bon indicateur de la qualité du milieu, de la qualité de l'écosystème, de son fonctionnement, c'est la présence des prédateurs. Si les grands prédateurs sont là, ça veut dire que les niveaux inférieurs de la chaîne alimentaire sont présents aussi et que donc on a un milieu qui est fonctionnel et qui est en bon état.